Bienvenue à l'EHESS qui nous a offert cette salle en remplacement du lieu-dit qui a été contraint de fermer ses portes pour une bonne quinzaine de jours. Et vu l'évolution de la situation, peut-être davantage que 15 jours, je souhaite aussi la bienvenue à celles et ceux qui nous suivent en visioconférence par l'intermédiaire du système Starleaf que nous offre le HESS. Et pour préciser donc, cette rencontre, ce débat va être pris en vidéo et diffusé ensuite aussi sur le site de la Société Louise Michel. En guise d'introduction, je voulais faire un tout petit peu d'histoire événementielle et d'histoire événementielle récente, en pensant que du point de vue du sort réservé aux exilés et aux exilés, disons de manière générale, dans l'Union européenne, la fin de l'été a été marquée essentiellement par l'incendie, ce fameux incendie, ce grand incendie qui a détruit le camp de Moria, donc sur l'île de Lesbos, qui est elle-même proche de la côte turque. Un camp qui était prévu pour l'accueil, et je mets ce terme accueil évidemment entre guillemets, de 2800 personnes, mais qui en regroupait 12 000, même davantage que 12 000, exilés, et j'emploie ce terme d'exilés et d'exilés, j'y reviendrai ensuite, en pensant à des personnes toutes origines, toutes catégories confondues. Et comme vous l'avez lu, dans des conditions de promiscuité, d'absence d'hygiène, de sous-équipement sanitaire aussi, voire de sous-alimentation absolument inacceptables. Elles ont souvent été dénoncées et ces conditions misérables, elles ont été évidemment accentuées encore par l'enfermement ordonné par le gouvernement grec en raison évidemment des risques d'épidémie. C'est situé au mois de mai, entre le mois de mai et le mois de juin dernier. Et vous l'avez suivi aussi, ces exilés ont donc été transférés dans un camp de toile, le camp de Kara Tepe, sur l'île même de Lesbos, qui regroupe maintenant 7800 réfugiés ou exilés. Et le HCR lui-même a lancé une alerte à ce propos en dénonçant des conditions d'accueil tout à fait insuffisantes. Et vous l'avez peut-être suivi, hein, le 9 octobre dernier, des fortes pluies ont en effet détruit un dixième de ce camp, un dixième des tentes, des 1100 tentes du campement. De plus, j'ajouterai encore, du point de vue simplement factuel ici, que d'ailleurs toujours sur l'île de Lesbos, le gouvernement entend fermer le camp de Kipka. La fermeture est prévue pour le 15 octobre. C'est un camp qui regroupe des réfugiés, des personnes vulnérables, des handicapés, des femmes vulnérables, des personnes âgées, des personnes LGBTI aussi. C'est un centre qui est géré par des ONG qui assurent qui assure le soutien matériel à ce camp, mais qui en plus donne à ces personnes vulnérables un appui moral, sinon un appui psychologique, où il y a aussi des cours de langue, environ une centaine de personnes, parmi lesquelles d'ailleurs 20 EMENA, et ce camp-là devrait fermer ces prochains jours. Et Lesbos n'est pas la seule île proche de la côte turque à connaître une situation analogue. Vous savez qu'à Samos, il y a aussi un camp
qui est installé dans un ancien campement militaire qui est prévu pour 6500 personnes et qui en abrite désormais à peu près 8000. Même situation aussi à Kyo, on pourrait multiplier les exemples. Et pour rester en Grèce, ça n'est pas tout. Pour faire encore un tout petit peu d'histoire récente, vous vous rappelez que durant l'hiver dernier, des réfugiés, essentiellement d'ailleurs des Syriens, ont été régulièrement repoussés dans le nord de la Grèce, sur ce fleuve l'Evros, qui fait la limite entre la Turquie et la Grèce, une partie ayant été renvoyée nue en plein hiver en Turquie, après avoir été d'ailleurs battus aussi bien par la police grecque que par des milices d'extrême droite. Et tout cela, il faut bien le souligner, avec, sinon la complicité, en tout cas avec le silence de l'Union européenne. D'ailleurs, désormais, le fleuve du côté grec est pourvu d'une barrière renforcée par des barbelés. C'est le CICR qui désigne d'ailleurs cette région de l'Evros, je cite, comme le plus grand cimetière de migrants en Grèce. Et puis vous avez sans doute entendu parler de ce mur flottant qu'on a installé aussi avec l'appui de l'Union européenne au large de l'île de Lesbos. C'était cet été dernier, entre le mois de juillet et le mois d'août. Et puis, vous avez aussi sans doute entendu parler de ces opérations dites de pushbacks. Hein, on repousse les réfugiés. Là, c'est la police grecque des frontières, aidée par les gardes-côtes, qui d'une part repousse les embarcations de fortune des migrants qui tentent le passage entre la Grèce, entre la Turquie et puis les îles que j'ai citées, mais aussi qui remettent à la mer les réfugiés sur des radeaux en les laissant à la dérive et retourner de manière assez aléatoire en Turquie. Et ici, je me limite évidemment à la situation à la frontière gréco-turque, mais on pourrait parler de ce qui se passe au large de la Libye avec cette collaboration, et cette collaboration tout à fait explicite de l'Union européenne avec les gardes-côtes libyens, qui dépendent eux souvent de milices qui sont de plus de mèches avec les réseaux de passeurs. Il faudrait aussi parler et citer la collaboration de différents pays de l'Union européenne, mais pas uniquement Malte et l'Italie. C'est la Commission européenne aussi, par l'intermédiaire de l'agence Frontex, avec les autorités de Libye pour le renvoi des réfugiés interceptés en mer, avec un retour dans des camps qui sont vraiment des camps de concentration où les réfugiés qui reviennent en Libye sont soumis à des rackets, à des tortures, des viols naturellement, ou différentes formes de violence, esclavage, etc., etc. Et je devrais citer aussi dans le même ordre d'idées les entraves judiciaires aux navires de sauvetage des ONG qui sont actives en Méditerranée centrale, par exemple le nouveau navire de SOS Méditerranée qui a remplacé l'Aquarius, l'Ocean Viking, est retenu depuis pratiquement 2 mois désormais à Porto Empedocle en Sicile. Et en Sicile même, le gouverneur de la Sicile menace de fermeture les différents camps d'accueil sur l'île. Et ça, c'est pour la Méditerranée centrale. Il faudrait parler encore de la situation, évidemment, en Méditerranée orientale, entre Ceuta, Melilla et l'Espagne. Et ce qu'il faudrait citer de plus, et pour terminer sur ce tableau évidemment extrêmement rapide, il faut mentionner évidemment le nombre d'exilés et d'exilées qui perdent la vie dans leur tentative
de traversée de la Méditerranée. C'est surtout entre la Libye et Malte ou l'Italie méridionale. Chaque année, plusieurs centaines, sinon des milliers de migrants qui perdent la vie. C'est un crime contre l'humanité qu'on a dénoncé devant le tribunal permanent des peuples, qui a été dénoncé aussi devant la Cour pénale internationale et sur lequel nous avons débattu ici à l'EHESS en janvier dernier. Mais pourquoi cette fermeture des frontières méridionales de l'Union européenne à celles et ceux qui, en situation de précarité pour lesquelles on va revenir, pour des raisons sur lesquelles on va revenir dans le débat, ces personnes qui sont donc contraintes d'une manière ou d'une autre à la migration, et ça on pourra y revenir aussi dans notre discussion, mais personnellement je tiens à ce concept de migration contrainte ou de migration forcée. Je pourrais m'en expliquer éventuellement tout à l'heure. Je reviens rapidement en Grèce à propos de cette question du pourquoi. Il s'agit évidemment d'une politique délibérée, organisée de la part de l'Union européenne et en ce qui concerne la Grèce, avec évidemment l'appui désormais du gouvernement Mitsotakis, un gouvernement de droite qui a remplacé le gouvernement précédent de Syriza, qui avait une politique un peu plus mesurée. Et alors, ce qu'il faut dire du point de vue de cette politique délibérée, c'est d'abord que les camps dont nous avons parlé, notamment le camp de Lesbos, mais le camp de Moria, mais aussi Samos, aussi celui de Kio, ce sont des hotspots, c'est-à-dire donc des centres de tri qui ont été institués par la Commission européenne, l'Union européenne, dès l'automne 2015, et où on opère le tri entre, non pas les réfugiés, mais ceux et celles qui sont autorisés à déposer une demande d'asile qui n'est évidemment pas forcément honorée, et puis par ailleurs ceux qu'on appelle, dans cette logique-là, les migrants, c'est-à-dire donc qu'on considère comme migrants économiques et qui sont tout simplement passibles de rejet et donc d'expulsion. Et cette logique du tri entre demandeurs d'asile, voire réfugiés, et migrants de l'autre, elle est inscrite dans les accords de Dublin III, d'une part, mais elle est inscrite également dans le pacte, ce pacte sur l'asile et la migration, qui a été proposé par l'Union européenne, par Ursula von der Leyen, exactement à la fin du mois dernier, qui doit remplacer les accords de Dublin. Et ce pacte sur l'asile et la migration ne fait que renforcer cette logique du tri avec des procédures d'asile qui sont censées être plus rapides d'un côté, mais des aides au retour, c'est-à-dire des aides à l'expulsion, qui sont elles aussi renforcées. Et puis, dans cette politique européenne à l'égard de ceux qu'on appelle migrants et migrants, il faut naturellement ajouter les mesures d'externalisation des frontières. Et là, uniquement ce qui concerne la Grèce, je vous rappelle l'accord il s'agit simplement d'un accord entre l'Union européenne et la Turquie, 18 mars 2016, en échange de 2 fois 3 milliards d'euros, qui n'ont d'ailleurs pas été encore entièrement versés, et surtout en échange du silence de l'Union européenne vis-à-vis de la politique répressive et guerrière d'Erdogan, les Turcs, de leur côté, retiennent sur leur territoire, à l'époque, 3 millions de réfugiés, et désormais pratiquement 4 millions de réfugiés, surtout originaires de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak évidemment, mais aussi d'Afrique subsaharienne, des mesures d'externalisation des frontières qui, sous d'autres formes, on retrouve en Libye naturellement, mais aussi au Maroc.
Donc une politique concertée de la part de l'Union européenne, ça va être l'objet en partie de l'exposé de Daniel Lechac, qui va donc nous en montrer les conséquences, notamment du point de vue du respect, du point de vue simplement de la défense des droits fondamentaux de la personne, en l'occurrence de l'exilé et de l'exilé. Ceci, et je termine maintenant, pour les pays qui sont sollicités pour un accueil, pour un refuge, mais il s'agit de s'interroger aussi du côté des réfugiés, du côté des migrants, sur les raisons pour lesquelles ils cherchent à atteindre, ils et elles cherchent à atteindre l'Union européenne, des personnes qui, en général, sont parfaitement conscientes. Une enquête menée ici à l'EHESS l'a bien montré, qui sont parfaitement conscients des dangers encourus pendant ces trajets aléatoires à travers la Libye vers l'Europe et surtout à travers la Méditerranée d'un côté, pour ceux qui choisissent cette voie, la voie maritime, ou bien la tout aussi dangereuse dite route des Balkans, quand on passe par le nord de la Grèce, la Macédoine, la Serbie, etc., etc. De là, le double objet de notre échange ici, le double objet aussi du collectif, ce collectif qui est donc en discussion dans notre rencontre, à l'occasion de notre rencontre maintenant. Pourquoi, enfin d'une part, il y a deux questions. Pourquoi les discriminations, pourquoi le rejet dont les actrices et les acteurs de ces migrations contraintes, de ces migrations forcées, sont les victimes aux frontières de l'Union européenne, d'une part, mais pas seulement aux frontières de l'Union européenne, également dans les pays eux-mêmes. Je vous rappelle en France les points, les points délicats que sont, ou les points problématiques plutôt, que représente la vallée de la Roya d'une part, les passages alpins vers Briançon, Calais, le Calaisis naturellement, mais aussi le nord-est, tout le nord-est de Paris. Et deuxièmement, pourquoi ces migrations forcées? Il apparaît qu'en grande partie, en tout cas, les personnes contraintes à l'exil sont les victimes des énormes inégalités, des inégalités profondes qui ont été entraînées par le grand mouvement de la mondialisation, cette mondialisation économique, financière, selon des critères uniquement économiques et financiers, qui prend son origine en fait dans les accords de Bretton Woods entre 1944 et 1945, un processus qui a accentué les inégalités entre les pays, que j'appellerais simplement les pays du Nord et les pays du Sud, et on remarque dans ce grand mouvement à la colonisation tout simplement, et auprès des peuples qui s'étaient, ou des populations qui s'étaient émancipées, se sont substitués des rapports de domination néocoloniale par institutions financières internationales, FMI, etc., interposées, par des traités de libre-échange aussi qui sont entièrement asymétriques, mais aussi par une domination, en tout cas un contrôle militaire. Pensez à l'Irak, pensez à l'Afghanistan, etc., voire même le Mali. C'est dire que la plupart, c'est pas toujours le cas, mais la plupart des migrants sont les victimes de ce développement économique qui est fondé uniquement sur productivisme, extractivisme, et par la réduction des populations les plus pauvres à un quasi-esclavage
au profit évidemment des pays les plus riches, au profit aussi de notre addiction à la consommation. L'essentiel est de relever que tout ce mouvement est soumis évidemment à la règle du marché qui vise simplement à assurer le profit capitaliste. Quoi qu'il en soit, pour revenir aux pays du Sud, cela a signifié la destruction de l'agriculture vivrière, l'extension des agglomérations urbaines avec la multiplication des bidonvilles, la destruction ou en tout cas la privatisation d'une partie des quelques services publics, notamment dans le domaine de la formation, mais aussi dans le domaine sanitaire. Et il faut l'ajouter, et par ce biais j'introduis l'intervention de Henri Lefebvre, des pollutions dans différentes pollutions par l'exploitation extractiviste des ressources, ces ressources qu'on appelle les ressources naturelles, avec aussi l'influence sur le changement climatique que l'on sait. C'est dire que donc aux migrations, pour assurer sa survie sociale, pour assurer le respect des droits de la personne, s'ajoutent désormais des migrations environnementales. Donc, exclusion, rejet, disparition, dont exilés sont les victimes, et qui nous confrontent à trois défis: un défi humanitaire, un défi politique, mais aussi un défi économique qui est relatif à ce régime capitaliste, disons, qui domine l'Anthropocène, qui domine du point de vue environnemental l'Anthropocène, qui est devenu, je reprends ici la dénomination que donne à cette période Bonneuil et Fresso, le Capitalocène. Mais, et c'est ce qui est au centre de notre débat, il en va de la défense des droits, de la défense des droits des personnes en situation de grande précarité, c'est-à-dire finalement également de la défense de nos droits. Droits de la personne pour une vie digne, pour une vie émancipée, mais aussi les droits sociaux, ces droits sociaux qu'on oublie souvent de mentionner, droit à une alimentation correcte, droit au logement, droit à la santé, droit à la formation et, j'ajouterais, droit évidemment à la culture, droit à la culture au-delà de toutes les formes de racisme. Ceci donc pour introduire les deux exposés de deux parmi les auteurs du collectif qui est en débat ici aujourd'hui. Et donc je passe d'abord la parole à Danielle Lochac. Danielle Lochac, que vous connaissez sans doute. Je vous rappelle, elle est pas co-auteur, elle est même l'auteur. Il faut que je rappelle surtout ce livre que j'aime beaucoup et auquel je fais souvent référence, qui est paru dans une petite collection de la Découverte, des éditions de la Découverte, qui s'appelle Les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est un volume extrêmement précieux qui a d'ailleurs connu plusieurs éditions, et elle a publié également au PUF en 2010 un ouvrage qui s'intitule « Le droit et les paradoxes de l'universalité », et c'est bien notamment un problème d'universalité auquel nous sommes confrontés ici. C'est difficile de parler après toi parce que tu as quand même dit déjà beaucoup de choses. En fait, dans ce livre collectif, en fait, j'avais fait quelque chose sur la liberté de circulation et je ne vais pas vous parler de ça finalement.
ou alors peut-être en apothéose, mais j'aurais pas le temps. Donc j'avais plutôt envie de revenir en amont de ce que tu as expliqué, puisque tu es parti beaucoup de la situation aujourd'hui en Grèce, de l'accord UE-Turquie, et je vais peut-être revenir un tout petit peu en arrière sur cette politique européenne d'immigration et d'asile, dont je dirais le maître mot, comme d'ailleurs tu l'as laissé entendre, c'est maintenir à distance les migrants, donc toutes catégories confondues, c'est-à-dire aussi bien ceux qui sont susceptibles de recevoir une protection internationale, donc les réfugiés, que ceux qu'on catalogue comme migrants économiques, qui est une façon, comme d'ailleurs tu l'as laissé entendre, de déprécier leur légitimité à migrer. Mais ce que tu as dit sur ces migrations contraintes montre bien qu'effectivement, et c'est notamment la position du GISTI, qu'on ne peut pas dissocier le sort des uns et des autres, ou plus exactement qu'on ne peut pas faire de hiérarchie entre les uns et les autres. Ils ont tous de bonnes raisons de fuir. Même, alors, ce qui est évidemment particulièrement choquant, c'est que concernant les migrants qu'on va dire par commodité économique, les pays européens, comme enfin, tous les pays du monde, sont dans leur droit en leur refusant l'accès au territoire, jusqu'à un certain point, à condition de ne pas qu'il en résulte des violations des droits fondamentaux. Mais sous cette réserve, la souveraineté territoriale des États fait qu'ils ne sont pas obligés d'accueillir sur leur territoire des personnes qui ne sont pas leurs ressortissants. Ce qui est évidemment un petit peu plus compliqué, c'est que concernant le droit d'asile, la Convention de Genève protège les réfugiés, mais, et c'est aussi quelque chose sur quoi je vais insister, la Convention de Genève n'oblige pas les États à accueillir sur leur territoire les personnes qui, au regard de cette Convention, doivent être considérés comme réfugiés, c'est-à-dire qui craignent avec raison d'être persécutés pour, etc., etc. Et c'est ça, le fait que la Convention de Genève ne reconnaît pas le droit à l'asile, et même la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît le droit de chercher asile, mais elle ne garantit pas le droit de trouver asile. Et si je dis ça, c'est parce que ça explique assez largement la politique ou les stratégies des États européens qui font semblant de ne pas violer la Convention de Genève, c'est-à-dire ne renvoient pas théoriquement des réfugiés vers un pays où ils risqueraient d'être persécutés, puisqu'il n'y a pas d'obligation de les accueillir, mais il y a une obligation de non-refoulement. Donc, ils vont faire semblant de respecter la Convention de Genève en mettant en œuvre toute une série de moyens stratégiques pour la contourner. Et justement, cette mise à distance, c'est déjà très typique. Pourquoi ? Parce qu'une fois que les demandeurs d'asile, que les réfugiés sont à leurs frontières, ils ne peuvent pas les refouler. Donc le but, c'est de les conserver le plus loin possible avec toute une série, c'est pas grave, avec toute une série de moyens. Donc, par exemple, vous avez déjà la question des visas. La question des visas, aujourd'hui, comme vous le savez, pour voyager, selon le pays auquel vous appartenez, il faut produire un visa. Et donc, si vous venez d'un pays du Sud ou d'un pays de l'Orient, il vous faut un visa. Alors, vous me direz, bon, il faut un visa, ok, mais là-dessus se greffe une autre méthode, et ça, c'est depuis l'accord de Schengen, c'est que on a, et c'est déjà une façon d'externaliser, c'est déjà une forme d'externalisation. On a rendu les compagnies aériennes responsables
de faire cette police, c'est-à-dire vous ne montez pas aujourd'hui dans un avion si vous n'avez pas le visa demandé. Pourquoi? Parce que sinon les compagnies aériennes devront payer, en France c'est 10 000 € par personne, si elles amènent aux frontières de l'Europe des personnes qui n'ont pas les documents exigés. Or, pour les demandeurs d'asile, c'est encore plus difficile que pour les autres d'obtenir un visa. Et puis, vous avez ce système complètement pervers, ou diabolique plutôt, du visa de transit aéroportuaire. Ça veut dire quoi, le visa de transit aéroportuaire? C'est aussi une invention européenne. Si si vous appartenez à une nationalité, si vous êtes ressortissant d'un pays pour lequel fonctionne, est exigé le visa de transit aéroportuaire, vous ne pourrez même pas passer en transit par un aéroport en Europe. Alors je prends toujours ce cas le plus illustratif. Imaginons le Syrien qui se trouve à Beyrouth, il a compris qu'il n'aurait pas de visa pour venir en Europe, donc il dit, bon ben d'accord, tant pis, il faut absolument que je m'en aille, je vais aller au Sénégal. Bon, il n'y a pas d'avion direct, donc normalement il doit faire, mon exemple est inventé, hein, mais il est illustratif, il n'est pas complètement aberrant, Beyrouth, Roissy, Dakar. Eh bien pour faire ça, il faut qu'il ait un visa de transit aéroportuaire qui va demander à l'ambassade ou au service consulaire. S'il ne l'a pas, de nouveau, il ne montera pas dans l'avion. Alors, pourquoi je dis que là, c'est vraiment les demandeurs d'asile qui sont visés, alors que le visa normal, tout le monde peut être visé? C'est parce que quand vous voyez la liste des pays, je ne l'ai pas en tête complètement, mais les 12 pays qui sont dans la liste commune des pays européens, vous voyez que ce ne sont que des pays genre Sri Lanka, etc., ou Afghanistan, Soudan, donc des pays d'où viennent, non pas, entre guillemets, des migrants économiques, mais bien des gens dont on sait qu'ils cherchent asile quelque part. Et la France a ajouté à cette liste de 12 encore une vingtaine de pays, dont la Syrie. Vous voyez donc le... Bon. Et donc, ça, c'est une façon donc de mettre à distance, juridiquement en quelque sorte, les migrants et encore plus les demandeurs d'asile. Ensuite, alors bien entendu, comme les moyens légaux d'arriver sont bloqués, qu'est-ce que font les gens? Ils utilisent des moyens illégaux. Et c'est là, évidemment, que ces routes, les routes, notamment la Méditerranée, doivent être étroitement surveillées. Et là, c'est le rôle de Frontex. Pas besoin de parler de Frontex, qui aujourd'hui s'appelle Corps européen de garde-frontières. C'est vraiment la figure emblématique de cette politique européenne dite de gestion des frontières extérieures. J'adore ce vocabulaire européen. La gestion efficace, gestion commune, etc. Et son rôle est dissuasif par la présence de ces navires et de ces outils, de ces avions, etc. Mais du coup, ça oblige les migrants à prendre des routes de plus en plus dangereuses et à prendre de plus en plus de risques. On retrouve ici la question des morts en Méditerranée. Et bien entendu, ça fait monter les enchères par rapport aux passeurs, puisque plus c'est dangereux, plus il faudra payer cher. Mais Frontex n'a pas seulement pour but de dissuader, il doit aussi empêcher les tentatives de franchissement illégal des frontières et refouler éventuellement les personnes vers le pays d'où ils venaient. Alors bien entendu, dans la dernière édition du règlement qui régit la mission de Frontex, on dit qu'il doit faire bien attention pour ne pas renvoyer les gens n'importe comment. Mais déjà, vous voyez bien comment même dans un système où on doit examiner les demandes d'asile, disons, dans les dispositifs classiques, on a du mal à déterminer finalement si on va reconnaître ou non le risque que court la personne. Vous pensez bien que c'est complètement imaginaire de penser que
sur le bord du dans le bateau, tout d'un coup, à bord, on va vraiment faire ce travail sérieusement. Donc, de fait, la présence de Frontex, de nouveau, fait courir des risques aux personnes qu'ils vont intercepter. Et puis, c'est là, bien sûr, que tu en as déjà parlé, c'est la fameuse question de l'externalisation. L'externalisation de la politique d'asile, alors l'externalisation au sens quasi économique, enfin au sens d'externaliser des fonctions, donc j'ai parlé des transporteurs, mais externaliser également vers des pays tiers, externaliser et délocaliser. Et c'est là vraiment qu'on voit comment il faut repousser toujours plus loin le cordon sanitaire qui va protéger l'Europe des flux de migrants, là encore, toutes catégories confondues, et reporter, c'est ça l'externalisation, reporter sur les pays tiers la responsabilité de cette politique. Alors, on va donc sous-traiter à ces États tiers. Vous avez bien sûr les accords de réadmission. Donc, on va passer avec un État tiers un accord qui va l'obliger à reprendre non seulement ses nationaux qu'on aura trouvés en situation irrégulière sur un territoire européen, mais également des personnes qui ne sont pas ses nationaux et qui ont transité par son territoire. Et là, on voit bien le risque, un risque accru, c'est que les pays vers lesquels on renvoie, avec lesquels on passe des accords de réadmission, ils ne sont pas forcément signataires de la Convention de Genève, à supposer même qu'ils le soient, encore faut-il qu'ils la respectent et qu'ils pratiquent eux-mêmes le principe de non-refoulement. Alors, ce qu'on fait parfois, et là j'anticipe un petit peu, dans l'accord UE-Turquie, comme normalement on n'a pas le droit de renvoyer des demandeurs d'asile vers des pays où ils risquent, etc., on a décrété que la Turquie était un pays sûr. Donc on ne viole pas la Convention de Genève, puisque ceux qui veulent arriver en Grèce, on les renvoie, c'était dans l'accord UE-Turquie, on les renvoie, mais la Turquie est un pays sûr qui ne pratique pas, etc., le renvoi vers, etc., ce qui n'est évidemment pas exact. Donc là aussi, vous voyez, l'obligation de non-refoulement, elle n'est pas violée directement, mais indirectement. Voilà. Vous avez aussi dans cette externalisation le fameux processus de Khartoum, fin de l'année 2014, qui associe une dizaine de pays d'Afrique, là aussi avec pour objectif de tenter de bloquer la route migratoire, alors cette fois-ci pas aux Syriens, mais en provenance de la Corne de l'Afrique. Et le problème, c'est que ce processus de Khartoum, eh bien, il va confier la responsabilité de retenir les réfugiés et de faire examiner les demandes donc parce il s'agit d'offrir sur place un accès aux procédures d'asile. Là aussi, on fait semblant, si vous voulez, qu'on respecte la procédure. Mais ce qui est évidemment un peu troublant, c'est que dans ces pays, eh bien, vous avez des grands pourvoyeurs de réfugiés comme l'Érythrée, l'Éthiopie ou le Soudan. Donc on demande à l'Éthiopie, au Soudan et à l'Érythrée de faire un boulot c'est un peu étrange. Hein, puisque, voilà. Alors l'externalisation débouche donc sur la délocalisation de la protection des réfugiés, d'une protection qui est complètement théorique, pour ne pas dire bidon, puisqu'on va confier à des États tiers l'examen des demandes d'asile et même la protection des réfugiés. C'est toute une série de propositions qui ont fleuri au niveau européen à partir des années 2000 et qui ont ressurgi dans le contexte de la crise migratoire de 2015-2016. Alors là aussi, le discours c'est nous allons donc faire ces procédures d'examen des demandes dans les pays tiers. Comme ça, on est sympa, ils n'ont pas besoin de risquer leur vie en traversant la Méditerranée. On va leur offrir une voie d'accès légal et sécurisée vers les pays d'accueil. Mais ce vernis humanitaire ne peut pas nous tromper. Il est clair qu'il s'agit de maintenir les réfugiés à distance et de faire supporter le fardeau de l'asile aux pays tiers. Vous avez
on a encore imaginé autre chose après juin 2018, quand il y a eu les problèmes, si je peux dire, c'est un petit mot, avec l'Aquarius, que personne ne voulait laisser accoster. On a imaginé de faire des plateformes régionales de débarquement en coopération avec les pays tiers concernés, dans le but, entre guillemets, de permettre un débarquement rapide et sûr de part et d'autre de la Méditerranée, plutôt de l'autre d'ailleurs, des personnes secourues en mer, conformément au droit international et notamment au principe de non-refoulement. Ce projet a échoué parce qu'aucun des pays tiers n'a accepté de servir de plateforme de débarquement. Et alors, l'accord UE-Turquie, on en a déjà beaucoup parlé, mais on voit bien que là aussi, il s'agit de bloquer les migrants en provenance de la Turquie. Alors, quand tu as dit qu'il retient 3 millions de réfugiés syriens, disons que ce dont on peut faire un tout petit peu crédit à la Turquie, c'est que finalement, il y en a 3 ou 4 millions chez elle, et chez nous, il y en a 10 000. Hein. Donc, ils sont pas forcément, ils sont de moins en moins bien traités, mais on va pas... non, parce que tu as dit, ils sont retenus. Ah oui. Ils sont retenus. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on voudrait qu'il a... On voudrait qu'ils... Voilà, ils sont retenus de leur point de vue, hein, mais en effet, ils sont dans des... On veut, en tout cas, du point de vue de l'Europe, on veut qu'ils les retiennent. Hein, et alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que là, il s'agissait de bloquer les migrants donc en Turquie. Donc, Erdogan, on lui fait plein de concessions, tu l'as très bien expliqué. Et la conséquence, ça a été que, du coup, ceux qui étaient en Grèce ceux qui ont arrivé en Grèce ont été complètement bloqués dans les îles grecques, puisqu'il fallait étudier leurs dossiers qui n'ont jamais été étudiés, enfin au compte-gouttes, et en attendant, donc, les hotspots se sont remplis comme tu l'as expliqué. Mais alors, pactiser avec le diable, et le diable hier c'était Kadhafi, ou aujourd'hui les gardes-côtes syriens, ou avec les dictateurs sanguinaires d'Érythrée, etc., n'est pas sans risque, parce qu'on a bien vu lorsque, en février 2020, Erdogan, il a dit, ben non, moi, comme vous ne soutenez pas ma politique syrienne, eh bien, je vais mettre à exécution la menace que j'ai brandie à plusieurs reprises, et je cesse de contrôler les frontières, j'amène même les gens sur le fleuve Evros, et du coup, la réaction du gouvernement grec a été immédiate. Il a décidé de suspendre l'enregistrement des demandes d'asile. Bon, déjà, elles n'étaient pas vraiment enregistrées, enfin péniblement, mais complètement suspendues, et refoulé avec une violence extrême, tu en as parlé, les personnes qui tentaient d'accoster sur les îles ou de franchir le fleuve Evros. Et ce faisant, la Grèce a violé cette fois-ci ouvertement le principe qui interdit de refouler à la frontière une personne qui fait une demande de protection internationale avant d'avoir examiné sa demande. Et pourtant, l'Union européenne a dit « mais c'est très bien ». On a salué les efforts des Grecs pour protéger les frontières de l'Europe, et la présidente de la Commission européenne a même qualifié la Grèce de bouclier européen. Alors, je vais peut-être encore parler juste quelques minutes. À partir de là, il est évident je vous disais tout à l'heure que les pays européens, finalement, quand il s'agit de migrants dits économiques, ils n'ont pas d'obligation de les accueillir. S'agissant des demandeurs d'asile, ils n'ont pas vraiment l'obligation de les accueillir, mais ils n'ont pas le droit de les renvoyer sans faire attention. Mais quand on dit, alors pour les demandeurs d'asile, on voit bien, je vais voir tous les droits qui sont violés, mais même pour les migrants qui ne prétendent pas à une protection internationale, la souveraineté des États, elle est quand même limitée par d'autres obligations, je veux dire la souveraineté territoriale, qui fait qu'un État a le droit de ne pas accueillir sur son territoire des personnes qui ne sont pas ses ressortissants.
on ne peut pas quand même se contenter de cette affirmation et il faut aller plus loin et montrer que cette souveraineté des États, elle est quand même limitée par toute une série d'obligations qui ressortent des conventions internationales protectrices des droits de l'homme et qu'ils ne peuvent pas violer impunément. Enfin, si de fait ils les violent impunément, ce sera ma conclusion. Enfin, normalement, ils n'ont pas le droit de violer toute une série de normes internationales. Alors, le droit de quitter son propre pays, hein, qui est bien prévu par les textes. Or, la politique des visas fait que les réfugiés qui ont le droit de chercher refuge ailleurs ne peuvent pas le faire, puisqu'ils ne peuvent même pas monter dans un avion. La politique européenne incite des États comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie à contrôler la sortie du territoire de leurs ressortissants pour ne pas se faire taper sur les doigts, et pour pouvoir aussi avoir du donnant-donnant. Et donc, les Algériens et les Marocains sont soumis à ce qu'on appelle le délit d'émigration illégale. Or, un délit, autant il peut y avoir un délit d'immigration illégale, souveraineté des États, autant il ne peut pas y avoir, au regard des normes internationales, un délit d'émigration illégale, puisque toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien. C'est une norme qui a été édictée après la guerre contre les pays totalitaires, bien entendu, mais elle a quand même aujourd'hui encore son temps. Le principe de non-refoulement, j'en ai déjà parlé, donc je n'y reviens pas. Le droit d'asile réduit comme peau de chagrin, alors aussi parce que les critères de reconnaissance de la qualité de réfugié ou même de la protection subsidiaire sont devenus de plus en plus étroits. L'interdiction des traitements inhumains et dégradants, alors il y en a plusieurs formes, hein. Il y en a plusieurs formes. Il y a les camps, j'en ai pas parlé des camps, on a parlé un peu des hotspots, mais il y a les camps libyens, dont les pays européens sont responsables, puisqu'ils savent bien qu'ils existent et il ne faut rien pour essayer d'y mettre fin parce que ça les arrange. Parce que, après tout, la Libye, je veux dire, ce qu'on voit aujourd'hui avec Erdogan, on l'a vu avec Kadhafi. On a fait plein de cadeaux à Kadhafi et de temps en temps, quand il n'était pas content, il lâchait les vannes, donc les gens partaient, etc. Bon, maintenant, alors c'est un peu différent, mais finalement, les Européens sont bien contents que les gardes-côtes libyens empêchent les gens d'arriver vers les côtes italiennes. Or, les traitements inhumains et dégradants, il y en a dans les prisons de Kadhafi, il y en a dans les hotspots, il y en a tout au long de la chaîne d'immigration pour ceux aussi qui traversent le Sahara. Et on sait, l'esclavage, la traite, etc., ça existe. Et là aussi, les pays européens qui barrent les routes légales d'accès portent une responsabilité là-dedans. Le droit à la liberté et à la sûreté, c'est-à-dire le droit de ne pas être détenu, eh bien là aussi, de nouveau, les camps. Et l'obligation de porter secours en mer, alors là, c'est évidemment gros comme une heure. Or, il y a vraiment des conventions sur l'obligation de porter secours en mer. D'ailleurs, on l'a bien vu, puisque parfois, des bateaux commerciaux se sont détournés pour aller sauver des gens, sauf qu'ils ne sont pas équipés pour cela. Et puis, le droit à la vie, là on voit bien aussi comment ce droit à la vie est bafoué, hein, que soit qu'il meurt en Méditerranée, soit qu'il meurt dans le Sahara de faim, de chaleur, soit qu'il se noie, soit dans les montagnes froides, ou bien sous les balles de l'armée et de la police, puisque ça existe aussi. À tel point d'ailleurs que François Crépeau, qui était au niveau de l'ONU le rapporteur spécial pour les droits des migrants, disait que finalement le mot d'ordre des États européens, c'était « laissez-les mourir, c'est une bonne dissuasion ». C'est un peu... voilà. Et puis les crimes contre l'humanité, alors on avait une discussion juridique avec Claude, je dis nous, c'est-à-dire il a parlé du tribunal des peuples, permanent des peuples,
auquel on a participé ensemble sur les droits des migrants, et le Gisti était chargé d'établir l'acte d'accusation. Et crime contre l'humanité, oui, mais peut-être pas, enfin, il n'est pas certain, aussi certain que lui l'est, que tout ce que je vous ai décrit là tombe sous l'étiquette crime contre l'humanité. En revanche, ce qui se passe en Libye avec la complicité des pays européens, oui, là, ce sont de toute évidence des crimes contre l'humanité. Or, la Convention de Rome, elle punit non seulement les auteurs des crimes contre l'humanité, mais ceux qui les ont rendus possibles. Et donc, je voudrais finalement clore cette intervention par ce constat. Comment, face à ce constat atterrant, expliquer l'incapacité du droit international à y répondre. Donc, il y a une première raison, c'est que les normes internationales ont moins pour objet d'interdire telle ou telle pratique que de l'encadrer par des garanties formelles. Bon, par exemple, le droit international n'interdit pas l'enfermement des migrants, même s'ils n'ont commis aucun délit, ni même l'enfermement des enfants, ni le refoulement ou les expulsions. Il oblige seulement à en faire un usage raisonnable, proportionné. Si vous enfermez quelqu'un, vous devez observer certaines règles procédurales. Deuxième raison, donc c'est plus difficile, si vous voulez, de coincer les États. Deuxième raison, les instances internationales les plus, comment dirais-je, pas les plus agressives, mais les plus énergiques, ce sont les comités et experts onusiens. J'en ai cité un, il y a aussi Mme Calamar qui a fait des rapports tout à fait formidables. Vous avez le comité pour la prévention de la torture, le commissaire des droits de l'homme au Conseil de l'Europe, qui font des rapports extrêmement dénonciateurs. Mais les États s'en fichent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrainte. Il y aura donc une plainte qui sera exercée ou bien un constat de violation. On s'en fiche complètement. Les États s'en fichent. Donc, nous, militants, nous saisissons de ça pour dire, vous voyez bien que ce que nous disons a été reconnu par des instances internationales incontestables, mais les États s'en fichent. La seule chose qui leur fait éventuellement peur, un petit peu quand même, ce sont les décisions des cours internationales. Or, qu'est-ce qu'il y a comme cours international? Ben, il n'y en a pas, il y en a deux. Il y a la Cour africaine des droits de l'homme, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, et il y a, qui n'est pas chargée de défendre les droits de l'homme, mais de temps en temps elle peut le faire, puisque les droits de l'homme, ça fait partie de ce qu'elle doit faire respecter, la Cour de justice de l'Union européenne. Or, finalement, on voit bien, ou éventuellement parfois les juridictions internes pourraient de temps en temps aussi punir les pouvoirs publics, l'administration, par rapport à des normes internationales. Et là, finalement, je vais vous donner 2 ou 3 exemples et je m'arrêterai. La première, oui, bon, je vais passer sur la première. Vous avez, par exemple, à la suite de la déclaration UE-Turquie, un objet non identifié, déclaration, quelle est sa valeur juridique, et donc il y a eu des recours en annulation déposés contre cet accord pour en souligner l'illégalité par rapport aux conditions normales de conclusion des traités entre l'Union européenne et des États tiers. Eh bien, le tribunal de l'Union européenne et ensuite la Cour de justice de l'Union européenne se sont déclarés incompétents en disant « ben non, parce qu'elle n'émane pas du Conseil européen mais des chefs d'État, donc ce n'est pas un accord international, donc je ne me prononce pas. » Et voilà. De même, Frontex, très compliqué de mettre en cause les méfaits de Frontex s'il y a atteinte aux droits fondamentaux, à commencer par le principe de non-refoulement, parce qu'on ne sait pas très bien qui est responsable. La Frontex, si on l'attaque, va se défausser sur les États membres, parce que c'est vrai que l'articulation est particulièrement complexe entre les responsabilités des États et les responsabilités de Frontex. Mais, alors on peut aussi citer,
ça c'était logistique qu'il avait fait avec d'autres partenaires, on avait essayé de mettre en cause l'armée française, et des Italiens ont fait la même chose en Italie, parce que au moment, en mars 2011, lorsque des milliers d'étrangers ont fui la Libye pour échapper aux violences, vous avez 72 personnes d'origine érythréenne, éthiopienne, nigérienne, etc., qui avaient embarqué à bord d'un Zodiac à destination de l'Italie. Ils ont manqué de nourriture, d'eau potable, de carburant. Ils ont finalement échoué sur les côtes libyennes. Il ne restait que 11 survivants. Et nous, on l'appelle le Left to Die Boat, parce que à l'époque, tout le monde voyait ce qui se passait, puisque vous aviez la flotte de l'OTAN, vous aviez la flotte française, etc. Et on sait qu'ils ont été repérés, personne n'a rien fait. Donc on a entamé une action devant les juridictions françaises pénales depuis 2012, et là, on vient d'avoir définitivement le non-lieu, parce que, non, on ne peut pas vraiment savoir et tout, alors qu'on avait tous les témoignages possibles. Je terminerai avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui rend des services, mais pas toujours. D'abord, il y a un vrai problème avec la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que les affaires durent, s'éternisent, et les requérants, les associations ne peuvent pas ne peuvent pas faire d'action devant la Cour. Elles peuvent seulement être intervenants volontaires. Il faut des victimes. Il n'y a que les victimes qui peuvent saisir la Cour. Donc vous voyez, c'est très différent de ce qui peut se passer devant les juridictions françaises où des associations peuvent porter des affaires. Là, non. Il faut des victimes. Et il faut des victimes vivantes. Alors déjà, ça en élimine pas mal. Donc vous pouvez avoir les familles, éventuellement. Les familles qui ont... Eh bien, vous avez plusieurs affaires qui ont été finalement rayés du rôle, comme on dit, parce que les avocats ne réussissaient pas à faire la preuve que 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans après, puisque ça met très longtemps devant la Cour, ils avaient gardé le contact avec les requérants. Donc ça, et alors là, la Cour est quand même fautive, parce qu'elle pourrait d'abord avoir une conception plus souple de ça, et puis elle pourrait peut-être un jour quand même accepter qu'il y ait des représentants des victimes que sont les associations. Et puis surtout, il lui arrive quand même de rendre des décisions un peu surprenantes. Dans l'affaire de Chios, rendue récemment, 3 octobre 2019, elle écarte le grief tiré de la violation de l'article 3, traitement inhumain ou dégradant, parce qu'elle estime que le seuil de gravité requis n'avait pas été atteint pour que la détention soit qualifiée de traitement inhumain ou dégradant. Concernant la violation de l'article 5, détention arbitraire, non, la détention trouvait un fondement dans les textes, elle était régulière, et finalement la durée n'était pas excessive, vu qu'il fallait examiner la demande d'asile. Et finalement, elle va juste condamner sur un grief, qui est que les intéressés, purement formels, les intéressés n'ont pas été mis en mesure d'exercer les recours leur permettant de discuter la légalité de leur privation de liberté. Donc une garantie formelle, effectivement, qui figure dans la Convention. Mais vous voyez que des décisions comme ça, c'est quand même extrêmement décevant, et on se demande si on peut vraiment toujours faire confiance à la Cour européenne des droits de l'homme. Or, c'est la seule instance, si vous voulez, qui peut encore, qui fait un petit... Qui impressionne un tout petit peu les États. Voilà. Merci Daniel pour nous avoir montré comment, d'une part, on rend les réfugiés, migrants exilés, illégaux, et comment, d'autre part, ce faisant, ce sont les différents pays de l'Union européenne et les institutions de l'Union européenne qui finalement se mettent elles-mêmes dans l'illégalité. Alors, je passe tout de suite la parole donc à Henri Lefebvre, qui est chargé de projet au CRID. Le CRID, vous le savez sans doute, c'est donc le centre de recherche, et d'information sur le développement. Et à l'issue d'ailleurs d'une rencontre qui a eu lieu ici, ou qui est à l'EHESS, il a publié, il est le co-auteur d'une brochure
qui s'appelle justement les migrations environnementales et les migrations environnementales pour les nuls. Alors je vous parlais d'un projet qui est porté au sein de ce réseau d'organisations de solidarité internationale qui s'appelle le CRID et qui se base sur un collectif qui existe depuis une dizaine d'années qui s'appelle Des Ponts Pas des Murs. Donc c'est un collectif qui à la base s'était constitué en 2008 en face d'un sommet Afrique-France qui avait été organisé à Paris et qui voulait proposer un sommet citoyen, notamment à une époque où il y avait des accords concertés de développement qui liaient clairement les questions de migration aux questions d'aide au développement. Et donc ce sommet voulait proposer à l'époque un contre-discours par rapport à ces propositions et à ces nouveautés dans la conditionnalité de l'aide au développement. Depuis, c'est resté un espace d'échange d'informations, un espace de prise de position de temps en temps, et depuis 3 ans, depuis 2018, le groupe des Ponts Pas des Murs a essayé de se concentrer sur le développement d'une réflexion autour des questions de migration environnementale et de ce que les migrations environnementales pouvaient être en tant qu'enjeu de solidarité internationale, comment les organisations qui faisaient partie des Ponts Pas des Murs pouvaient s'emparer de cette thématique-là. C'était une thématique qui n'était pas absente des réflexions des organisations, mais la plupart des membres de ce réseau n'avaient pas cette réflexion-là au cœur de leur préoccupation. Donc c'était aussi l'idée de se dire on met en commun nos réflexions au sein de Des Ponts Pas des Murs pour essayer de travailler sur les migrations environnementales, sur ce qu'elles peuvent nous dire au sujet des thématiques habituelles sur lesquelles travaillent ces organisations, c'est-à-dire la défense des droits des étrangers, les enjeux de liberté de circulation et d'installation. Quels sont les enjeux internationaux que recoupent ces questions de migration environnementale par rapport aux autres mobilisations qu'ont ces organisations également. Et également, comment est-ce que sur ces questions de migration environnementale, comment, ou même déjà, est-ce que c'est un outil qui permet de construire des mobilisations et un discours partagé entre les organisations de solidarité, comme je le disais, plus orientées droits des étrangers, liberté de circulation, et des organisations de climat, ou tout un mouvement environnementaliste qui va parfois, et dans pas mal de discours, avoir une perspective sur l'immigration, de peur des migrations, et essayer de montrer, d'utiliser justement les migrations pour montrer à quel point le changement climatique a des effets néfastes. Ce qui rentre souvent en contradiction avec justement les positions des premières. Donc voilà, c'était vraiment les enjeux de départ, d'essayer de poser ces questions-là. Et donc comme l'a dit Claude, ça a donné lieu à une première publication juste avant le colloque qui a eu lieu ici, qui s'appelait « Les migrations environnementales pour les nuls, état des lieux des réflexions sur les migrations du point de vue de la solidarité internationale ». Donc ça, c'était les premières réflexions qui avaient été échangées entre les membres du réseau des Ponts Pas des Murs. Puis ensuite, d'une production autour du colloque, d'une synthèse de ce colloque, qui a eu lieu donc en novembre à l'EHESS. Alors, vas-y, tu peux faire circuler. En gros, ces documents, ils essaient de poser un peu un constat. Déjà, essayer de se mettre d'accord sur les termes qu'on emploie sur les questions de migration environnementale. Qu'est-ce que ça recoupe? Est-ce qu'on arrive à évaluer un peu ce que ça représente aujourd'hui pour nous, pour ces organisations-là? Quelles sont les principales caractéristiques qu'on leur donne à ces migrations environnementales? Donc d'abord, ça, ce sont les éléments de constat. Et après, le deuxième point que commence à aborder ces documents et qui sont surtout abordés maintenant dans le travail qu'on fait avec ce groupe de Des Ponts Pas des Murs sur cette année, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire converger les mouvements climat et les mouvements sociaux sur les migrations environnementales? Quels sont les leviers de plaidoyer ou les leviers de mobilisation politique au niveau international et au sein des mobilisations dans les mouvements sociaux? Quels sont les types de mobilisation qui existent sur les questions de migration environnementale et en quoi ça peut aussi permettre de faire du lien entre ces différents milieux? Alors, je vais articuler un peu mon propos sur ces deux axes et d'abord sur l'enjeu des migrations environnementales, essayer de définir ce dont on parle. En gros, si on a choisi le terme migration environnementale, c'est après avoir aussi étudié les autres termes qu'on pouvait utiliser à la place. Donc, est-ce qu'on utilisait plutôt réfugiés, plutôt déplacés, plutôt migration? Donc, on a choisi le terme migration environnementale qui permettait de recouper à la fois les déplacements internes et les déplacements internationaux ou transfrontaliers en tout cas. Et
Également, on a choisi aussi d'écarter le terme réfugié qui s'applique trop à un statut fixe, défini en grande partie par la Convention de Genève et qui nous semblait insuffisant pour décrire l'ampleur et la diversité des phénomènes dont on voulait parler. Ensuite, on a également fait le choix du terme environnemental par rapport à d'autres termes qu'on aurait pu utiliser, comme le terme, notamment celui qui avait fait le plus de discussion, c'est le terme de climatique. On parle beaucoup de réfugiés climatiques. Mais on a choisi de parler de migration environnementale car ça permettait de sortir justement de ce cadre uniquement basé sur les changements climatiques liés aujourd'hui en grande partie au renforcement des émissions de gaz à effet de serre et de pouvoir parler aussi de déplacement et de migration liés à d'autres pollutions, à d'autres changements environnementaux. Alors on peut penser à la pollution atmosphérique, à la pollution de l'eau dans pas mal de cas, aux pollutions ou aux catastrophes nucléaires par exemple qui peuvent aussi entraîner des déplacements de population, à des grands projets qui sont aussi des transformations de l'environnement, donc la création d'un barrage, le développement de l'industrie extractiviste sur des mines par exemple, l'accaparement des terres qui peut aussi être considéré comme ce qui va aussi contribuer à changer le milieu de vie dans lequel des populations vivent, et également des phénomènes non climatiques qui sont par exemple des séismes, des phénomènes géologiques qui sont non liés à l'activité humaine, mais qui vont avoir un impact sur des structures, des modes d'habiter, des modes et des infrastructures qui sont, elles, d'ordre humain et donc qui vont aussi, en elles-mêmes, porter des enjeux d'inégalité, des enjeux d'injustice par la suite. Sur les chiffres, il y a pas mal de chiffres sur les migrations environnementales qui vont sur des fourchettes très très larges. Par exemple, on a l'Organisation internationale pour les migrations qui, ça c'est un peu vieux, mais en 2008, parlait de 2,5 millions à 1 milliard de migrants climatiques d'ici à 2050. Alors, il y a l'Institut sur les déplacements, sur le suivi des déplacements, qui, je ne retrouve plus le nom en français, mais c'est IDMC en anglais, Internal Displacement. Je ne retrouve plus le nom en anglais non plus, mais je l'ai dans le bouquin. En tout cas, cet institut qui... je vais le retrouver, je vous le dis. Hop. Alors, c'est International Displacement Monitoring Center, qui parle de 18,8 millions de déplacés environnementaux, mais alors là, ça c'était sur l'année 2017. C'est-à-dire qu'il essaie d'évaluer quels sont les déplacements qui ont eu lieu pour des causes donc, de changement de l'environnement, que ça aille des séismes, des cyclones, toutes les causes que j'ai évoquées précédemment. On a comme chiffre intéressant à citer, il y a un chiffre plus récent qui a été développé par la Banque mondiale sur 3 continents, donc sur l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, qui essaie de faire des projections sur le nombre de déplacés environnementaux qu'il pourrait y avoir jusque 2050. Après, c'est des projections qui partent de schémas très micro, mais ils estiment qu'il y aurait 143 millions de réfugiés climatiques, je pense, dans ce cas-là, jusque l'année 2050, à partir de 2018. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir ce que dit le GIEC sur cette question. En gros, le GIEC dit que si on a une augmentation des températures de 2 degrés d'ici 2100, ce qui est une ambition qui est déjà très difficile à atteindre vu la trajectoire de nos économies aujourd'hui, on aurait 10 millions de personnes devant quitter les littoraux d'ici à cette période-là. Ça ne prend pas la totalité des enjeux de déplacement liés au changement climatique, mais une partie. Après, on a essayé de s'intéresser sur les caractéristiques essentielles qui permettaient de définir ce que c'était que ces migrations environnementales. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que ces caractéristiques, elles étaient quand même assez transversales à l'ensemble des enjeux
qui traverse toutes les migrations et tous les déplacements. On se retrouve avec une différence, avec des enjeux économiques, c'est-à-dire que face à des phénomènes de catastrophes naturelles, les populations les plus pauvres se retrouvent contraintes à l'immobilité ou à des déplacements en tout cas moins lointains que les populations qui ont les moyens de se déplacer. Ça a été bien mis en lumière, ça par exemple par un travail de François Gémen sur les conséquences de l'ouragan Katrina dans la ville de la Nouvelle-Orléans. Il avait montré notamment qu'il y avait 60 000 personnes qui s'étaient retrouvées coincées sur place, qui n'avaient pas été capables de se déplacer parce qu'elles n'avaient pas de véhicule personnel et qu'il y avait très peu de moyens d'évacuation collective qui avaient été mis en place, donc pas de train, pas de bus qui avaient été mis en place. Donc ces personnes se sont retrouvées bloquées dans la ville et donc se sont retrouvées bloquées dans la catastrophe. Alors, ces migrations sont aussi souvent des migrations temporaires, c'est-à-dire que si c'est une catastrophe naturelle, ça va être souvent des migrations qui vont être un déplacement ponctuel pour se protéger, puis après un retour sur place. Et la plus grande partie correspond à ce type de migration, mais c'est aussi des migrations saisonnières. Alors là, ça va correspondre plutôt à des enjeux environnementaux qui vont avoir des impacts de plus long terme, mais typiquement sur quand il y a un appauvrissement des sols ou quand il y a une sécheresse, les populations vont rester le temps des récoltes dans les zones de campagne, émigrer de manière saisonnière dans des zones urbaines et revenir par la suite. Donc on a aussi beaucoup de ce type de migration-là. Enfin, au niveau des migrations internationales, c'est comme sur beaucoup d'autres cas de migration aussi. Ce ne sont pas des migrations qui vont des pays pauvres en direction des pays riches dans une grande partie, mais ce sont des pays qui se situent d'abord souvent à l'intérieur même d'un pays. Et si c'est des migrations, je parle des migrations internationales, donc elles ne se situent jamais dans l'intérieur d'un pays, mais la grande partie des changements, des déplacements liés aux facteurs environnementaux vont se faire à l'intérieur d'un même pays. Et si ces migrations sont internationales, elles vont avoir lieu d'abord sur les pays les plus proches d'un même continent ou d'une même sous-région, qui sont les premiers accueillants en fait, des personnes déplacées. La multiplicité de ces facteurs, comme les facteurs de fixation, c'est des enjeux assez importants sur les questions de migration environnementale. Au niveau global, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, il y a deux autres. Ces migrations environnementales, elles sont caractérisées par deux injustices qui les traversent. Une injustice climatique, qui est celle que les pays émetteurs de gaz à effet de serre ne sont pas les plus impactés par les effets du changement climatique, donc ne sont pas les plus impactés par les déplacements de population liés au changement climatique. Et donc en fait, ce sont les pays qui ne sont pas responsables du changement climatique qui en payent le coût, et les populations. Et également une injustice migratoire qui fait que ce sont aussi ces pays les plus pauvres qui sont les plus touchés par les changements environnementaux et climatiques. Je parle des changements climatiques parce que c'est également par l'accaparement des terres, la prédation et toute la politique économique de captation des richesses des pays les plus pauvres. Donc c'est également ces populations-là qui ont les moins les capacités légales et par le jeu des visas, par des jeux de voies légales, de pouvoir se déplacer, qui sont le plus contraintes à rester sur place et à subir les effets des changements environnementaux. On retrouve donc par rapport à ça une certaine continuité dans les rapports de domination historique entre les peuples. Alors là, c'est très bien pointé, notamment par les travaux d'un politologue qui s'appelle Malcolm Ferdinand, qui travaille notamment sur tous les enjeux d'écologie décoloniale, et qui pointe que, notamment la justice climatique, elle montre la responsabilité des empires historiques coloniaux dans le réchauffement climatique par leur révolution industrielle du XIXe siècle, en même temps qu'elle pointe le colonialisme environnemental de l'accaparement des ressources de la planète par les pays du Nord. Et il parle, lui, d'une dette écologique vis-à-vis des pays du Sud. Alors cette dette écologique, c'est une dette qui va être définie de manière triple, une dette envers les générations futures, une dette envers la planète et une dette des pays du Nord vers les pays du Sud.
Alors, on peut aussi retrouver chez une autre chercheuse, indienne, qui, elle, parle, pour refaire le parallèle entre migration et les réflexions sur l'immigration et les réflexions plus environnementalistes, elle va parler de dette de migration. Elle parle d'une responsabilité donc, historique des pays du Nord. Donc ça, cette chercheuse, c'est Sujata Briravan. Et elle suggère que la migration effective... elle part de la responsabilité historique des pays du Nord dans les causes des déplacements, qu'ils soient économiques, écologiques ou politiques et liés à la guerre. Et elle parle elle propose la liberté de circulation comme une réparation de cette responsabilité historique. Pour elle, la migration effective vers les pays qui ont émis le plus de gaz à effet de serre, elle est justifiée sur la base de ces obligations historiques. C'est une nouvelle version du principe pollueur-payeur. Les pays responsables doivent accueillir les exilés en proportion de leur niveau de pollution. Donc voilà un peu sur les éléments un peu généraux que je pouvais dire sur les questions de migration environnementale. Et là, je voudrais revenir rapidement sur la fin sur les deux derniers enjeux que je voulais évoquer. C'est quels sont les lieux de bataille actuellement au niveau international et comment ça s'organise au niveau de la société civile pour porter des combats au niveau international. En gros, pour l'instant, de ce qu'on a commencé à repérer comme enjeu sur les questions de migration environnementale, on a repéré deux champs majeurs dans lesquels ces enjeux-là sont discutés. D'abord, les conférences des parties sur le climat, dans le cadre de toute une partie qui s'appelle de ces négociations internationales qui s'appelle le mécanisme de Varsovie et qui cherche à gérer les questions de préjudice historique liés et à venir liés aux enjeux climatiques. Donc on se retrouve dans le cadre de ces COP entre une opposition entre les groupes de grands pays industriels, les États-Unis, l'Australie, le Canada, qui s'appelle l'Umbrella Group, qui sont profitent aussi souvent de l'alliance avec les États de l'Union européenne, qui portent eux l'idée d'une responsabilité commune et différenciée qui vise à diluer les responsabilités historiques des États émetteurs de gaz à effet de serre dans la gestion des impacts du changement climatique. Alors que les petits États les plus touchés, donc souvent les États insulaires et la plupart des ONG, parlent eux du principe pollueur-payeur comme base pour ces négociations-là. En gros, l'enjeu de la discussion, elle se passe sur la recherche de nouveaux financements pour trouver des moyens de financer justement cette responsabilité historique. Et ça, les États européens comme les grands États pollueurs ne veulent pas en entendre parler dans cet espace-là. Et c'est ce type d'enjeu innovant, ce serait une taxe sur les transactions financières, ce serait une taxe sur les transports maritimes aéronautiques ou sur l'extraction des énergies fossiles, donc une taxe qui s'attaquerait directement aux entreprises des pays les plus industrialisés afin de financer les impacts dans les pays du Sud. Il y a un autre champ dans lequel il y a aussi des négociations qui portent directement sur les questions de migration environnementale, c'est autour de certaines ONG qui poussent pour un statut spécifique, la plupart du temps pour un statut spécifique qui serait complémentaire à la Convention de Genève de réfugiés climatiques. Alors, en ce moment, il y a un contexte politique qui est pas forcément favorable à la création de nouveaux textes internationaux qui soient vers la protection des réfugiés. Cependant, il y a eu, faut noter qu'en janvier 2020, il y a quand même eu des avancées. Alors là, c'était au sein du Comité des droits de l'homme de l'ONU, avec la reconnaissance du fait que, alors c'était la Nouvelle-Zélande voulait expulser un habitant des Kiribati vers son île, et donc la reconnaissance que cette expulsion était une persécution qui atteignait au droit à la vie de la personne, étant donné que sur place, il y avait des enjeux de lutte pour la possession des terres, justement dans l'île, et que c'était des enjeux qui étaient liés aussi clairement au changement climatique. Donc il y a ce lien-là qui avait été fait. Donc ça, c'était une décision de janvier 2020.
Enfin, ce qui nous intéressait aussi, nous, c'est de voir un peu comment est-ce que les mouvements sociaux se mobilisaient justement pour soit agir dans ces espaces, dans ces champs que j'ai précisés jusqu'avant, ou alors agir en tout cas sur les questions des migrations environnementales. Et on a alors très schématiquement, je vais vous présenter au moins trois types d'actions qui ont été portées. Tout d'abord, des actions un peu de type action directe. Ça a été porté par des organisations qui s'appelaient les Pacific Climate Warriors, qui sont des organisations qui travaillent avec des communautés impactées d'îles du Pacifique et qui sont aussi des habitants. Il faut que je me dépêche. Pardon. Ouais. Prenez le temps de... Ça marche. Et donc, ils sont aussi des habitants issus de ces petits pays insulaires, parce qu'il faut que j'arrive à prendre qui ont par exemple fait beaucoup d'actions de blocage de ports industriels en Australie pour essayer de porter justement cette question des enjeux des réfugiés liés au changement climatique en Australie. Donc, c'était des ports qui étaient exporteurs de ressources extractives. Alors, il y avait eu un autre type d'action, c'était plus en mode de déclaration, de très larges déclarations qui avaient pu être faites, alors notamment sur l'accord des peuples qui avait été fait en 2010, qui demandait à la création d'un tribunal international justement pour juger les pays qui sont à l'origine du changement climatique et leurs responsabilités dans l'accueil des déplacés liés à ces conditions-là. Enfin, ce qui a certainement été ce qui a le plus fonctionné, en tout cas au niveau médiatique, c'était l'action judiciaire qui a d'abord été employée, enfin en tout cas le contentieux qui a d'abord été employé par des peuples autochtones à partir des années 2000. Il y a un exemple, c'est au Suriname, c'est le peuple marron Saramaka, qui était justement opposé à l'État du Suriname, pour se faire reconnaître le droit d'administrer une partie du territoire du Suriname, grâce à, notamment en s'appuyant sur sa capacité à préserver la bonne vitalité écologique du territoire administré contre l'État du Suriname. Donc ça avait été un argument qui avait été retenu. Et ça, ce type de recours contre les États, on l'a aussi vu plus récemment en Europe, notamment aux Pays-Bas, où ça avait fonctionné, où l'État du Pays-Bas a été sommé de devoir agir face aux conséquences du changement climatique et donc aux impacts également humains. Donc ça a été porté par l'ONG Urgenda. Et en France, il y a l'ONG Notre Affaire à tous qui porte, ça s'appelait l'affaire du siècle, c'est toujours en cours et c'est aussi un recours de ce type-là. Alors, l'intérêt de l'approche par l'immigration environnementale pour les organisations de Décompas des Murs, elle est surtout de remettre en avant et de refaire un lien pour les organisations climat et pour les organisations de migration ou de solidarité sur les responsabilités historiques et transgénérationnelles. Elle permet donc la reconnaissance des dominations historiques et de rappeler ces dominations historiques qui sont coloniales et capitalistes. C'est donc nous, ce qu'on aimerait bien dans Décompas des Murs, c'est pouvoir utiliser un peu ce travail d'analyse. Et la suite qu'on essaie de faire maintenant, on est parti dans un travail de cartographie au niveau français, au niveau international, justement des ensembles de mouvements sociaux qui se mobilisent sur ces questions de migration environnementale, pour essayer de trouver quels sont les ponts qu'on peut tisser entre ces organisations et avancer autour d'un enjeu partagé de justice climatique, mais environnementale et migratoire, afin de pousser dans la logique de Décompas des Murs pour le respect des droits et de la liberté de circulation et d'installation. Très bien. Il y a encore juste une remarque que j'aimerais faire, si vous permettez, avant d'ouvrir la discussion et d'ouvrir le débat. C'était en filigrane dans l'exposé d'Henri tout à l'heure, c'est qu'il faut bien être conscient, quand on parle d'afflux de migrants ou d'afflux de réfugiés en ce qui concerne l'Union européenne, que les grands mouvements de migration contrainte, les grands mouvements de réfugiés, c'est toujours entre pays du Sud, d'un pays du Sud à un autre pays du Sud, voyez l'Érythrée, le Soudan et le Nigeria, par exemple. Voilà.
Alors il y a des chiffres, je ne sais pas en tête exactement, mais ils sont très parlants. Voilà. Alors, à vous la parole. Sur les enjeux des organisations de réfugiés. Alors, déjà, en fait, ce soutien, il existe. Ça se structure aussi, les organisations de réfugiés. Elles sont plus structurées aujourd'hui enfin, en tout cas, visiblement plus structurées au niveau international qu'elles pouvaient l'être auparavant. Il y a des réseaux d'organisations de réfugiés qui commencent à se développer ou qui s'appuient sur des réseaux d'habitants type Novox, type Alliance internationale des habitants, qui existent aussi dans les zones, notamment, alors là on parle essentiellement des zones urbaines où arrivent les réfugiés. D'autre part, c'est aussi en s'appuyant sur les mouvements d'exilés récents ou d'exilés de plus long terme ou de migrants de plus long terme qu'on peut avoir en Europe. Alors je vais prendre 2 exemples. Il y a une organisation qui travaille beaucoup là-dessus, qui s'appelle le Forum, qui font beaucoup du co-développement en passant avec les organisations issues des migrations en France, mais il y a aussi tous les collectifs de sans-papiers qui travaillent aussi beaucoup sur des solidarités politiques avec les organisations locales. L'exemple, c'est ce qui s'est passé à Bamako cette année, enfin pas à Bamako, à Kay, pardon, au Mali. C'est où les collectifs de sans-papiers ont accompagné les organisations locales pour organiser des états généraux des migrations sur la ville de Kay, qui ont notamment été très orientés sur les enjeux environnementaux qui provoquent les départs. Alors sur la ville de Kay, c'est à la fois le déboisement lié à l'accaparement des forêts, c'est les mines d'or et c'est également la sécheresse. Il y a plusieurs enjeux environnementaux qui se présentent à ce niveau-là. Donc c'est aussi en s'appuyant sur ces alliances-là. Et alors, moi quand je parlais du côté des organisations avec lesquelles je travaille avec elles sur des enjeux de mobilisation sociale et des enjeux politiques. On n'est pas vraiment sur des enjeux de développement. Mais je pense que sur des enjeux de développement, il y a aussi plus de liens qui se font. Je pense à une autre organisation qui s'appelle... je ne retrouverai pas le nom, je vous la retrouverai après. Mais voilà. Point sur lequel il convient toujours d'insister aussi par rapport à la politique qui est pratiquée en Europe de manière générale, en Union européenne vis-à-vis, disons, dans le cas particulier vis-à-vis des réfugiés, vis-à-vis des demandeurs d'asile, c'est qu'en Europe, on applique à leur égard un droit individuel, qui est le droit qui est inscrit dans la Convention de Genève de 1951, alors que dans les pays du Sud, on assiste à des mouvements de groupes et à des grands l'installation avec l'appui du HCR en général d'énormes campements ou de réfugiés, mais qui ne tombent, dont le statut ne dépend pas de l'application de ce droit individuel. Ils ont une espèce de statut collectif qui est reconnu en tant que tel. Et ça n'est pas imposé à l'Europe. Tu semblais dire, je comprends pourquoi tu le dis, que c'est mieux quand le HCR dit tout cela, on va les considérer comme réfugiés. Bon, mais ça, c'était aussi avant la guerre. C'est comme ça que ça marchait. On disait sont réfugiés les Russes, et puis les Arméniens, et puis les Juifs qui ont fui Hitler, etc., etc. Et on a considéré en 1951 que c'était un progrès. Cette subjectivisation, si je peux dire, du statut. C'était un progrès en ce sens que ça rendait le statut potentiellement universel, mais on en a bien vu les conséquences ensuite. C'est que, d'abord, c'est pas vrai que c'était de la détermination individuelle. Quand un Hongrois venait, on lui demandait pas s'il avait des craintes personnel de persécution. Il venait d'un pays soviétique, donc on l'acceptait. Les boat people, ce sont les derniers à qui on a fait comme ça. Enfin, c'était théoriquement individuel, mais je l'accorde qu'en fait c'était global. Mais là aussi, c'est parce qu'il y avait un enjeu politique. C'était les communistes, c'était contre les communistes. Donc, ce que je voulais quand même dire, c'est que cette détermination du statut, en plus, elle ne donne pas des vrais droits, comme ici, quand tu as le statut de réfugié,
tu as des vrais droits, il faut l'obtenir. Là, les gens, ils étaient simplement dans des camps sous protection du HCR, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais enfin, c'était mieux que rien.